Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je vérifie que le bouton de l'enregistrement vient d'allumer, il vient d'allumer. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Bienvenue à la Cité du Vitrail et merci d'être venu écouter cette conférence un petit peu particulière dans un format auquel on n'est pas tout à fait habitué. Et en préparant la présentation, l'introduction de cette conférence, je me suis évidemment rappelé le slogan de la Cité du Vitrail que vous connaissez tous, le vitrail à hauteur de regard, en me disant que finalement, le moment où l'on est vraiment confronté au vitrail, où l'on a le vitrail à hauteur de regard, outre la visite à la Cité du Vitrail bien sûr, c'est le temps de la restauration. Le moment de la restauration, c'est vraiment un moment privilégié de contact direct, d'observation, d'intervention bien sûr sur l'œuvre. Et il y a vraiment comme une intimité qui se crée avec le vitrail, une intimité qui permet aussi de dialoguer avec le vitrail, de le faire parler. C'est un petit peu ce que vous allez découvrir ce soir, et c'est ce temps de la restauration, les observations qu'elle permet, les questions qu'elle pose, les réponses qu'elle apporte aussi quelquefois quand même, et puis les perspectives qu'elle ouvre que nous vous proposons de découvrir ce soir. Autour d'un exemple très particulier qui est l'exemple de la restauration de la verrière de la bataille de Clavigeau, de l'église Saint-Pantaléon de Troyes, qui est un exemple certainement un peu trop rare, je pense que c'est pas Flavie qui me contredira, d'opérations lancées avec un calendrier et des financements qui ont permis de créer les conditions de ce dialogue et de mettre en place vraiment un processus de recherche menée entre, d'une part, le donneur d'ordre, la ville de Troyes, via évidemment Éric Blanche-Gorge, qui est à la fois directeur des musées de la ville, mais aussi conservateur des antiquités et objets d'art, et qui, à ce double titre, a suivi scientifiquement la restauration. Dialogue évidemment avec la DRAC, qui assure le contrôle scientifique et technique des restaurations sur les monuments historiques, en la personne de Zoé Lessard-Couturier, donc conservatrice des monuments historiques ici présente. Et puis dialogue évidemment avec la restauratrice Flavie Sarrière-Vincent-Petit, ici présente. Donc je vous les remercie l'une et l'autre de leur présence ce soir, et elles vont vous présenter ce petit moment de face à face avec le vitrail. Alors quand je dis petit moment, c'est plutôt long moment, puisque c'est des mois et des mois de travail. Je leur passe la parole. Merci beaucoup, Anne-Claire. Il faut vraiment que je me colle au micro, hein. D'accord. J'ai essayé de parler le plus fort possible. J'ai pas la voix qui porte le plus. Merci beaucoup, Anne-Claire, de cette invitation. Vous l'aurez compris, on est aujourd'hui rassemblés face à une œuvre qui est vraiment exceptionnelle, à la fois dans le patrimoine troyen, mais aussi, je pense, au niveau national. Et on a été confrontés, Flavie et moi, dans le cadre de la restauration, à plusieurs défis particuliers. Donc, on est face à une verrière qui a un sujet qui est relativement rare, dont nous ne connaissons pas le modèle exact, et avec une composition particulièrement complexe. On ajoute à tout cela un état de conservation qui était tout sauf impeccable lorsque la verrière a été prise en main par Flavie. Lorsqu'on a commencé à travailler sur cette restauration, on a fait le constat ensemble que ici, le retrait de plomb de casse ne suffirait sans doute pas à redonner pleinement toute la splendeur à l'œuvre, et qu'il faudrait probablement retirer davantage de pièces de restauration que d'habitude. Parce que, en réalité, dans cet examen de l'œuvre, on s'est aperçu que les restaurations successives avaient introduit plusieurs contresens, donc des incompréhensions finalement, tout au long du temps. Et effectivement, dans le cadre d'une restauration, on examine toujours plusieurs critères pour effectuer nos choix. Ici, c'est vraiment le critère esthétique, artistique qui a primé, et non la valeur archéologique qu'on choisit parfois dans le cadre de d'autres restaurations, et dans lequel on aurait choisi plutôt de garder toutes les pièces de restauration, même si elles n'étaient pas forcément qualitatives. Donc c'est pourquoi on n'a pas cherché à conserver toutes les pièces, que ce soit du verre blanc ou des bouches-trous qui n'auraient pas eu un rapport avec la composition d'origine. Cette verrière, c'est d'abord l'histoire d'une donation, un peu comme la restauration. Anne-Claire l'a mentionné, donc la restauration est permise cette fois-ci non pas par l'État, mais bien par une généreuse donatrice
comme à l'époque finalement, puisque on connaît très bien la fondation de cette chapelle à l'église Saint-Pantaléon. La fondation a été extrêmement bien documentée dans l'ouvrage de Daniel Minois, que vous connaissez sans aucun doute, à la fois la personne et l'ouvrage, Le vitrail à Troyes. Dans cet ouvrage, elle raconte que la première construction de la chapelle Saint-Jacques daterait de 1517 environ, date à laquelle les fondations sont creusées. On le sait par les comptes de fabrique, notamment, donc c'est une fondation qui est très bien attestée dans les archives. C'est Jean d'Origny qui fait un don permettant d'acheter la pierre en 1518. Rappelez-vous de tous ces noms, puisque c'est une famille qu'on suivra tout au long de notre discussion. En 1522, les travaux de serrurerie de la Verrière sont presque achevés. Vous connaissez sans aucun doute ce qui se passe en 1524, le grand incendie qui va mettre fin à cette première construction, à cette première chapelle d'Origny. On peut se demander par contre si une première verrière n'avait pas été réalisée déjà. Merci. Si une première verrière n'avait pas été réalisée déjà à ce moment-là, mais retirée ou endommagée par cet incendie. Daniel Minois souligne toute la difficulté de suivre le déroulé de ces travaux parce que souvent dans de tels cas, les archives qui nous intéressent sont plutôt probablement en main privée et non pas dans les comptes de fabrique, puisque ce sont souvent les familles qui payaient directement les maçons. Et c'est toute la difficulté ici. Toutefois, on a une mention dans les comptes de fabrique des travaux à la chapelle Saint-Jacques, de construction de cette chapelle. On sait qu'ils sont donc à nouveau en cours en 1538. On discutait un peu plus tôt cet après-midi de la datation de la verrière. En général, elle est datée d'environ 1539-1540, justement parce qu'on pense que dans la foulée de cette reconstruction avec ces comptes de maçonnerie, la verrière a dû être posée peu de temps après. On n'a pas osé non plus remettre en question dans le cadre de la restauration cette datation, même si on en avait bien envie, mais faute de sources et de preuves, on est resté globalement sur cette période-là, sur ces 2 années. En plus des archives, on connaît aussi toute l'histoire de cette famille, de la donation par les armoiries que vous voyez. On connaît le nom de la donatrice, Nicole d'Origny, qui était auparavant Nicole Le Tartier, veuve de Jacques d'Origny, nom que vous avez sans doute aussi déjà entendu, puisqu'il était non seulement marchand de profession, seigneur de Fontenay, mais aussi maire de Troyes durant les années 1520. C'est d'ailleurs la position qu'il occupe lorsqu'il décède en 1529. Il est toujours maire à ce moment-là. Mais c'est sa veuve, Nicole d'Origny, qui fait orner la chapelle Saint-Jacques de l'église Saint-Pantaléon de retable en pierre que vous voyez aussi très bien. Donc là, la chapelle est véritablement un ensemble, c'est une chapelle familiale. Donc au centre de la partie supérieure de la verrière, on voit bien ces armoiries. On retrouve un blason écartelé mettant en évidence les alliances de la famille d'Origny et de la famille Péricard. Et dans les coinçons de gauche, qu'on voit très peu, c'est tout petit, on voit les armes de la famille d'Origny et Le Tartier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le couple donateur, finalement, est recalé un peu au second plan ou à la gauche. Et on devait avoir de l'autre côté également les armoiries de Nicolas d'Origny, le fils du couple. Donc, c'est plutôt les prédécesseurs, les parents de Jacques d'Origny qui figurent bien au centre de... Voilà un accessoire qui va vous permettre de mieux comprendre mes propos. Donc, merci Flavie, assistante de luxe, effectivement. Donc voilà, donc on avait toutes ces armoiries qui nous donnent la lignée finalement complète des donateurs. Fait notable aussi, pour ceux qui connaissent très bien la ville de Troyes, la famille d'Origny a habité l'hôtel de Vauluisant, qui se trouve juste en face de Saint-Pantaléon. L'église est par ailleurs située sur les terres qui appartenaient, qui étaient adjointes à l'hôtel. Donc les liens avec Saint-Pantaléon, des gens qui ont habité cet hôtel, sont naturels finalement. Donc on constate qu'il y a beaucoup de donations par les familles qui ont habité l'hôtel dans l'église. Je vous disais tout à l'heure que le couple Jacques d'Origny, Nicole Le Tartier a eu un enfant, Nicolas.
Et je pense vraisemblablement que c'est ce même Nicolas qui a donné la verrière que vous voyez à l'écran, la vision d'Auguste de Chavanges. Une autre verrière qui est finalement dans le même esprit, une grande composition en grisaille jaune d'argent avec une utilisation de bleu qui est beaucoup plus prononcée qu'à Saint-Pantaléon où on est vraiment dans un camailleux de gris. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que de père en fils, on se transmet cette habitude de mécénat. Et vous le savez à travers toutes les conférences et livres que vous avez pu lire sur le climat de l'Aube au 16e siècle, c'est une habitude finalement pour ces grandes familles, ces notables assez érudits, de faire des donations dans des églises, à la fois pour marquer leur passage, mais aussi asseoir leur pouvoir local. Un autre des aspects qu'on a exploré avec Flavie lorsqu'on s'est emparé de la verrière, si on peut le dire comme ça, c'est le sujet, puisque c'est extrêmement important de comprendre ce qu'on regarde. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je soulignais à Flavie que quand on reçoit les panneaux en atelier à la suite de la dépose, ce qu'on voit souvent, c'est principalement les détails. Donc, on se raccroche à un panneau, par exemple, ou à une pièce, ou à tout ce qu'on peut, pour essayer d'extrapoler, puisqu'on n'a plus vraiment accès à cette vision d'ensemble, sauf par le biais de photomontage, comme on l'aurait dans l'Église. Donc, qu'on voit d'abord, c'est finalement ce personnage de Saint-Jacques, armé, monté sur un cheval blanc, une convention finalement qui est assez habituelle dans la représentation de Saint-Jacques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mari de la donatrice s'appelait Jacques, donc il y a déjà un lien qui est assez facile à établir avec son saint patron, pardon. Et il faut savoir, et ça je pense que vous le savez déjà, que Troyes se trouvait sur une voie secondaire d'accès au chemin principal menant vers Compostelle qui partait de Vézelay. Donc on est vraiment aussi sur un parcours finalement où on pouvait avoir des références comme ça à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, on voit très bien aussi dans la verrière, il porte l'étendard avec les coquilles, encore une fois, que vous connaissez très bien. Mais cette verrière-là, elle a aussi porté un autre nom, Saint-Jacques à la bataille de Simancas. Donc, on vous parle depuis le début de Clavigeau. Vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Et que c'est même assez intéressant de se poser la question si on l'a bien nommé en l'appelant bataille de Saint-Jacques dans la bataille de Clavigeau. Donc la bataille de Clavigeau, pour vous expliquer très rapidement, c'est une bataille supposée de la Reconquista, une bataille légendaire finalement, qui se serait déroulée en 844 et qui opposait les troupes du roi des Asturies, Ramire Ier, et l'émir Abdelrahman II. Donc, on a donc vraiment deux parties qui s'affrontent et ça, c'est très évident dans la verrière. Vous remarquerez aussi qu'on vous la cache un peu depuis le début. Et c'est comme je vous le disais, c'est fait exprès parce que quand on reçoit cette verrière, on ne part plus forcément de cette image. Et encore une fois, elle était très peu lisible. Donc, on va vers les points qui nous permettent d'approfondir certains éléments. Saint-Jacques serait apparu durant cette bataille de Clavigeau. Mais le vrai fondement historique de cette bataille, c'est plutôt une autre, une bataille avérée, documentée, qui a lieu un peu plus tard à Simancas, en 939, toujours entre les troupes chrétiennes et musulmanes, donc cette fois entre le roi de Léon Ramire II et les musulmans établis à Cordoue du calife Abdelrahman II. Donc on est dans les mêmes filiations. Tout ça près des murs de la ville de Simancas. La légende veut aussi que Saint-Jacques serait apparu durant cette bataille au roi, monté sur un cheval blanc. Curieusement, le jour avant la bataille de Simancas, il y a eu une éclipse solaire qui est décrite par un chroniqueur arabe qui s'appelait Kitab Arraw et qui nous dit la chose suivante en espagnol. Donc c'est une traduction libre, que la terre se couvrit d'un jaune obscur et remplit de terreur les nôtres et les infidèles. Donc il est bien peu probable que notre peintre verrier à Troyes ait eu connaissance d'une chronique arabe de cette période, mais c'est assez intéressant que toute cette légende, finalement, s'entoure aussi d'une aura de jaune, puisqu'on est sur une verrière en grisaille et jaune d'argent. Donc c'est sans doute un lien qui est assez anecdotique, mais lorsque vous
reverrez la verrière dans son ensemble tout à l'heure, ça donne une lecture aussi qui est assez intéressante puisqu'on a un aspect qui est vraiment fantomatique et qui relève quasiment d'un autre monde. Donc, par curiosité, je suis allée comparer les paysages de Clavijo et de Simancas et également voir où étaient situées exactement ces deux villes pour savoir si c'était par exemple sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, si notre artiste avait pu parcourir la voie et puis passer et voir ces paysages et ensuite les reproduire dans la verrière. Bon, pour Clavijo, c'est à peu près possible. On est globalement à une 12aine de kilomètres au sud de Logroño, donc qui est le point le plus à droite sur la carte. Pour Simancas, un peu plus compliqué. On est très loin de la voie principale qui partait de la France et qui se dirigeait vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On est plutôt près de Zamora, donc vraiment près du Portugal et un peu déporté au sud. Clavijo, c'est finalement tout près de Logroño, comme je vous le disais, qui était un arrêt important sur la Via Franciscana qui menait à Saint-Jacques. Et encore une fois, je ne pense pas que notre peintre verrier ait vu ces lieux, quoique finalement on s'aperçoit avec les images suivantes que dans le dessin des paysages, de ces monuments, de ces châteaux, il semble y avoir une connaissance de cette architecture, de ces forteresses, peut-être espagnoles, peut-être d'un autre pays, mais on a quelque chose qui est finalement assez juste. Donc, tout d'abord, vous aviez Clavijo, et là, ce qui nous paraissait à toutes les trois un peu plus convaincant, Simancas, où là, on a vraiment le même profil avec cette porte, plutôt probablement avec un pont-levis à ce moment-là. Les tours qui ont été couvertes, certes, depuis, avec plutôt des couvertures en poivrière, mais qui, à l'époque, étaient sans doute à l'air libre. Donc, on a un profil certain qui est assez intéressant. Et fait assez notable, à Simancas, on a également le pont médiéval que vous voyez en bas à droite. Un pont qu'on retrouve aussi dans la composition de notre verrière à Saint-Pantaléon. Donc, bien loin géographiquement, je vous l'accorde, mais n'empêche que c'est assez intéressant de voir que peut-être qu'on n'est pas seulement dans l'imaginaire, mais aussi dans la recherche historique et topographique. On a quelques exemples avérées de batailles de Clavijo au XVIe siècle qui se trouvent plutôt à Châlons-en-Champagne. Vous les avez aussi sans doute vues, elles sont très connues, mais à toutes les deux, elles nous apparaissent un peu éloignées finalement de ce qu'on a à Saint-Pantaléon, plutôt ancrées finalement dans la manière du premier quart du XVIe siècle. Donc on a celle de Notre-Dame-en-Vaux de 1525, qui est plutôt à gauche, et celle de Saint-Alpin à droite, 10 ans plus tard. Et ce qui est peu surprenant finalement, parce qu'on connaît aussi le jalon que représentait Châlons-en-Champagne, notamment à travers Notre-Dame-en-Vaux sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc encore là, on peut lier à la fois la représentation à Saint-Pantaléon au nom du donateur, mais aussi à ce parcours que représentait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les deux exemples de Châlons sont beaucoup plus ressemblants à cette gravure de Martin Schongauer datée de la dernière moitié du 15e siècle. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus statique finalement, avec des personnages qui sont comme figés dans leur élan à mi-hauteur, assez rigides, ce qui est peu surprenant de par l'expérience qu'on a de cette période du XVIe siècle en vitrail. Dans la version de Saint-Pantaléon, Flavie et moi, on trouvait que c'était plus intéressant de vous proposer cette gravure qui n'est pas le modèle exact, mais qui se rapproche un peu plus de l'esprit. C'est une gravure qui est plus tardive. On aurait bien aimé que le graveur soit né avant pour pouvoir le rattacher à notre Saint-Pantaléon, à notre Saint-Jacques à Clavijo. Les dates ne collent pas, mais ce qu'on voulait que vous remarquiez ici, c'est tous ces personnages qui sont vraiment déstabilisés, qui sont en train de tomber. On est vraiment dans la gestuelle, le mouvement, avec une composition qui est beaucoup plus travaillée et complexe que ce qu'on pouvait avoir
dans la gravure de Schongauer, qui est malgré tout fort intéressante. On ne le nie pas du tout. J'ai mis 2 autres exemples aussi du XVIIe siècle pour que vous voyez que on n'y est toujours pas. Hein, malheureusement, on cherche toujours notre modèle pour Saint-Pantaléon. Les représentations du XVIIe siècle se passent plutôt dans une plaine. Donc, encore une fois, c'est ce qui m'a amené à rechercher les lieux potentiels de bataille, puisque normalement, Clavigeau, on se l'imagine plutôt comme une bataille qui se déroule sur le plat, il n'y a pas forcément d'obstacles à franchir, alors que dans notre verrière à Saint-Pantaléon, on est vraiment dans un récit quasiment progressif des troupes qui s'approchent de la forteresse. Je passe le micro à Anne-Claire qui va compléter sur cette idée très intéressante des batailles. Et avant de passer la parole à Flavie pour entrer dans l'histoire de la Restauration, on voulait simplement insister sur le fait que la peinture de bataille, c'est pas une scène anodine que de choisir une scène de bataille. Dans l'histoire de l'art de la peinture occidentale, notamment à la Renaissance, ces scènes de bataille, elles sont souvent porteuses de changements ou d'innovations assez fortes que les peintres mettent en scène dans ces représentations. Je vous ai choisi quelques exemples juste pour vous montrer un petit peu dans quelle lignée s'inscrit le peintre de la bataille de Clavigeau. Est-ce qu'on l'appellera encore bataille de Clavigeau? On ne sait pas, mais en tout cas, le peintre de notre verrière de Saint-Pantaléon. Avec un premier exemple ici, Piero della Francesca. On est à Arezzo, dans la basilique Saint-François. On est vraiment dans les prémices de la Renaissance, au milieu du XVe siècle. C'est une basilique qui est couverte de fresques qui racontent l'histoire de la légende de la vraie croix. Donc c'est cette croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Et ici, c'est la scène de la bataille de Constantin contre Héraclius. Héraclius a volé... la vraie croix a disparu et Constantin va combattre Héraclius pour retrouver ce fragment de la vraie croix. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit une scène où les corps sont complètement enchevêtrés les uns dans les autres, mais c'est très statique. C'est un petit peu ce que Zoé vous montrait tout à l'heure, avec d'autres exemples qui sont pas si éloignés dans le temps. Ce qui permet de lire ici la scène, ce sont les étendards qui permettent d'identifier les forces en présence. Et puis surtout, ce qui est intéressant ici, et c'est ce que le peintre met en avant, c'est le renouveau de l'antique. La source d'inspiration ici, c'est cette antiquité qui est redécouverte, dont la redécouverte va donner lieu à ce mouvement de la Renaissance dont on est ici au début. Et en fait, cette bataille, elle est représentée en frises, comme les frises des sarcophages ou des temples que l'on va redécouvrir à cette époque-là et que les artistes vont vouloir imiter. Et l'autre aspect très important, c'est l'introduction de la géométrie, des mathématiques. Les peintres, les artistes en général, à cette époque, vont utiliser les règles de mathématiques, les règles de géométrie pour peindre et pour composer leur scène. Et c'est ce qu'on voit ici avec notamment ces chevaux et les raccourcis de ces chevaux qui forment en fait des lignes de fuite avec un point de fuite qui va être posé dans le tableau à partir duquel va se construire la composition. Et donc ces chevaux qui sont vus en raccourci permettent d'accompagner le regard et d'introduire une certaine profondeur dans cette prise de personnage. Un autre exemple, un tout petit peu plus tard, donc voilà, Schongauer, je ne m'étends pas beaucoup parce que Zoé vous en a parlé, mais autre exemple de composition, on est dans le milieu germanique, où cette fois-ci, ce qui est choisi, ce sont les deux camps qui s'affrontent. Ils sont tous les deux de profil par rapport aux spectateurs, et ce sont ces deux masses qui s'affrontent et qui se rencontrent au centre du tableau, ou de la gravure en l'occurrence, qui est choisi comme point de vue. Deux exemples absolument significatifs dans la peinture de bataille, ce sont ces deux scènes qui sont commandées par la seigneurie de Florence pour le Palazzo Vecchio de Florence. On est en 1503, à l'époque où
Le pouvoir est donc exercé par ce qu'on va appeler la seigneurie de Florence, qui vient après la famille des Médicis et l'épisode de Savonarole. Et on est à un moment où la seigneurie de Florence a besoin d'affirmer sa légitimité, d'affirmer son pouvoir face à ses détracteurs dans Florence, mais face aussi aux villes rivales qui veulent lui faire la guerre, et notamment la ville de Pise. Et donc, comme projet politique, pour asseoir cette légitimité, la seigneurie commande 2 scènes de bataille pour orner les murs du Palazzo Vecchio, qui est le lieu de pouvoir de Florence. Et elle les commande aux 2 artistes superstars de l'époque, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Donc Léonard de Vinci réalise, vous en avez un exemple à gauche, c'est Léonard de Vinci, à droite c'est Michel-Ange. Le point commun de ces 2 projets, c'est qu'ils vont avorter l'un et l'autre, c'est-à-dire que ni Léonard ni Michel-Ange ne vont terminer leur fresque. Pour Léonard, ce qu'il en a fait a en plus disparu, s'est dégradé parce que la technique qui était une technique à l'encaustique n'a pas survécu, mais on en connaît une partie de ces projets par les cartons qui ont été conservés et qui ont été ensuite copiés. Et ce qu'on voit ici, c'est du côté de Léonard, donc à gauche, une représentation qui va être propre à l'art de Léonard, c'est-à-dire la furie des corps, la furie des expressions, des âmes qui transparaissent dans les visages, et la perfection anatomique de ces corps à la fois de chevaux et humains qui sont complètement enchevêtrés les uns dans les autres et qui pourtant ont une cohérence anatomique parfaite, grâce évidemment aux recherches que Léonard a menées en anatomie avec tout ce qu'on connaît de sa pratique de la dissection, etc., etc. Face à lui, Michel-Ange est dans une version beaucoup plus classique, mais là aussi qui va servir de modèle, de leçon, puisque en fait tous ces soldats, alors ici c'est la bataille de Cassina, donc à gauche la bataille d'Anghiari, à droite la bataille de Cassina, qui sont 2 batailles historiques qui à chaque fois ont vu les Florentins entrer en conflit avec une ville voisine, Milan pour Anghiari et Pise pour Cassina. À chaque fois évidemment ce sont les Florentins qui ont gagné, et donc bien sûr le but c'est de montrer la victoire des Florentins sur ses ennemis. À droite, ce qui est intéressant, c'est que Michel-Ange nous donne ici une vraie leçon d'anatomie avec des corps humains qui sont vus de face, de profil, de dos, profil gauche, profil droit, à genoux, assis. Et en fait, ces 2 œuvres, qui sont malheureusement inconnues aujourd'hui, en tout cas dont le résultat est inconnu aujourd'hui, ont servi de modèle pour des générations entières de peintres qui se sont inspirés ici d'un cheval, ici d'un corps, ici d'une confrontation, et qu'on va retrouver partout dans la peinture. Donc ça, c'est pour la partie italienne. Oui, Giulio Romano aussi, les chambres du Vatican, là aussi un programme éminemment politique, puisque le Vatican fait le pouvoir papal fait orner les chambres du Vatican de grandes fresques avec une dimension historique et politique importante. Ici, la bataille du pont Milvius, encore un pont, encore une bataille sur un pont, où vous voyez l'empereur Constantin au centre, lui aussi sur un cheval blanc, et encore une fois une représentation tout à fait en frise dans cette tradition antique. Vous voyez ici, donc, je vous ai mis la fresque en bas et puis le carton en haut. Le carton de cette fresque est conservé, il est aujourd'hui au musée du Louvre. Et puis un petit détail de ces corps qui tombent dans l'eau, dont on retrouve des petits frères, on peut dire, à Saint-Pantaléon. Face à cette tradition italienne, on a la tradition des pays du Nord, avec des scènes de bataille qui, là aussi, portent des messages artistiques importants. Vous avez ici ce tableau immensément célèbre et surtout qui a marqué véritablement une rupture dans la façon de représenter à la fois le paysage et la scène de bataille d'Albrecht Altdorfer. C'est un panneau une huile sur panneau qui est à Munich. Et vous voyez ici que le choix du point de vue est complètement différent. Ici, le spectateur est tiré hors de la bataille, il est en surplomb face à la bataille, et en fait, ce qu'il voit se dérouler devant lui, c'est tout le champ de bataille. Et évidemment, ça donne lieu à un art de la composition avec cette armée énorme. Les sources parlent de 100 000 soldats, et c'est aussi ce qu'Aldorfer veut représenter, c'est cette foule immense, avec ce mouvement comme ça, qui est simplement marqué par des étendards qui permettent de comprendre un petit peu comment cette armée s'organise. Et en fait,
le point central, je prends le petit, merci. Le point central de la composition, enfin en tout cas la clé de lecture de la composition, elle est ici. Vous avez en fait Alexandre qui est ici, donc Alexandre le Grand, qui va mettre en fuite Darius sur son char. Donc Darius est là, il est mis en fuite par Alexandre qui se trouve là. Et en fait, qu'est-ce qui nous permet de retrouver Alexandre ici au milieu de la mêlée? Eh bien, c'est cette inscription qui indique que Albrecht Adorfer de Regensburg a peint ce panneau. Et en fait, si on suit la petite cordelette qui pend, eh bien, on tombe sur Alexandre. Et puis, dernier exemple, toujours dans cette veine plutôt nordique, avec un exemple flamand de Cornelius Vermeyen, où l'on voit ici la prise de Tunis par l'empereur Charles Quint. Charles Quint avait demandé à Vermeyen de l'accompagner dans sa prise de Tunis, dans son combat, et Vermeyen en a fait des cartons de tapisserie. Les tapisseries se trouvent aujourd'hui à Vienne. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le combat lui-même cède la place à une vue sur la ville, où ce qui est mis en avant, c'est la victoire de l'empereur et sa mainmise sur cette ville énorme qu'on voit en arrière-plan, ceinte de ses remparts, sur laquelle bien Charles Quint va désormais régner. Que l'on voit avec la bataille de Clavigeau, je ne sais pas si on a une... Voilà. C'est qu'on a vraiment une synthèse entre ces deux courants. Le courant, on va dire, plutôt italien, avec ce premier plan un petit peu en frise, voilà, où les personnages se suivent, et puis donc, où le spectateur est vraiment confronté à la scène de bataille directement, et puis avec ce qui se passe au fond, eh bien, on prend un petit peu de recul, et où ce qui intéresse le peintre, eh bien, c'est de montrer l'ensemble du champ de bataille, du début à la fin, avec l'endroit d'où les troupes sortent, l'endroit où elles se confrontent, l'endroit où elles vont vers la victoire finale. Et on a dans la composition même cette fusion un petit peu entre influence du Nord et influence du Sud qui est bien visible. Alors on va rentrer maintenant dans le détail. On poursuit notre enquête du coup parce que après avoir compris à peu près ce sujet, l'évolution des scènes de bataille, on s'est posé comme question avec Flavie tout simplement qui pouvait donc avoir fait cette œuvre. C'est un aspect qui est assez important, n'est-ce pas? Donc on a repris finalement toutes les attributions qui avaient été réalisées au cours des siècles. L'attribution la plus classique, c'est celle à Jehan I Macadré, qui est donc, qui faisait partie, qui a lancé une lignée de peintres verriers très importants pour Troyes. Finalement, c'est un peu une attribution qui avait été faite par défaut, puisque c'est le seul nom qu'on retrouve dans les comptes de fabrique pour Saint-Pantaléon. Sauf que, problème encore une fois de date, rien n'est jamais facile dans cette histoire, Jehan Macadré avait réalisé 3 verrières avant l'incendie de 1524, ce qui veut dire qu'au moment de la réalisation de la bataille de Clavigeau, il est probablement en toute fin de carrière, voire il a largement passé le flambeau aux générations d'après, à ses fils notamment, qui étaient également peintres verriers. On aurait tellement voulu retrouver une signature, un monogramme comme celui que vous avez à l'écran pour nous conforter dans nos hypothèses. Malheureusement, à ma connaissance, Flavie n'a pas retrouvé de signes distinctifs. C'est finalement les signatures des peintres verriers qu'on retrouve parfois dans certaines œuvres, notamment à la cathédrale où c'est très bien documenté. Bon, ce n'est pas le cas à Clavigeau, donc on poursuit notre chemin. Au fil du temps, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux verrières de Troyes, à l'art en Champagne, notamment Frédéric Elsig, Cécile Scalierez, et on a demandé également, dans le cadre de nos recherches, à la documentation du musée du Louvre, à travers Aurélia Coendi, qui nous a beaucoup aidé à retrouver des petits détails intéressants comme ça à vous présenter. Donc Flavie et moi, on est partis sur les traces de ces maîtres dans les églises troyennes ou des environs, pour vérifier la véracité de ces potentielles attributions. Donc, vous voyez aussi qu'à l'écran, c'est toujours ou presque des noms de conventions. Parfois, on arrive à rattacher ces noms de conventions à des noms dans les archives, mais c'est finalement très difficile. Comme je vous le disais au tout début, la verrière était quasi illisible. Donc, on est parti finalement d'un amas de plombs de casse, de pièces encrassées, et on a essayé d'aller chercher comme ça des détails qui pourraient peut-être
ressembler ou nous permettre de rattacher la verrière de Clavigeau avec un peintre précis. Donc, vous avez vu quelques détails du maître de Saint-Rémy. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aller à l'église Saint-Rémy puisque les panneaux sont conservés là-bas. Pardon? C'est des retables, lui. Je pense que c'est des panneaux de grisaille, finalement, qui sont insérés dans le bras nord, je crois, du transept. Ensuite, on est allé ensemble à l'église de Pont-Sainte-Marie, puisqu'on conserve une œuvre qui est assez intéressante, représentant la vie de la Vierge. On a toutes sortes de petits détails incongrus, puisque notre peintre à Saint-Pantaléon était assez friand de membres coupés. Donc là, on a justement une petite main qui se balade façon famille Adams, comme dans l'œuvre de Pont-Sainte-Marie, mais ce n'est pas uniquement ça qui pourrait éventuellement rattacher Clavigeau à cette figure. C'est aussi le traitement des mèches de cheveux, par exemple, les drapés qui sont assez flottants. Donc, vous le voyez bien, Flavie a choisi un petit détail et vous voyez qu'au centre, on a quasiment le même déployé, ce qui est assez intéressant. On a aussi une autre proposition parmi les attributions au maître de Dainville. Donc là, vous avez un détail qui est assez parlant également, un portrait d'une figure à cheval dans la bataille de Clavigeau et de cet homme avec le même traitement des moustaches assez fines finalement, les arcades sourcilières qui se froncent légèrement. Encore quelques autres exemples, puisque le maître de Dainville était particulièrement connu pour ses musculatures, ses postures. Donc, on a vraiment des figures qui sont finalement vraiment inspirées de la période classique, de l'antique, à la fois dans la verrière et dans ses œuvres. Donc, c'est finalement probablement l'attribution qui est la plus probable et plausible, mais Auriella Coendi, que je vous mentionnais tout à l'heure de la documentation du Louvre, nous a aussi fait ce très beau parallèle entre une œuvre du maître de Saint-Sébastien, qu'on relie parfois à Louis Potier, et ce visage dans la verrière de Saint-Pantaléon. C'est, je pense, une comparaison qui est assez convaincante, notamment par le traitement de la barbe, même l'utilisation de sanguine dans la verrière aussi, pour avoir ce rendu de cheveux un peu cuivré, les oreilles assez bourgeonnantes. Donc, c'est une attribution qui avait été proposée la première fois et qui a été retenue donc première fois en 2017 et qui nous paraît assez juste, finalement. Donc, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'il y a sans doute un groupe de peintres verriers, un groupe de peintres qui connaît les mêmes modèles, qui a côtoyé certains des artistes qui sont allés à Fontainebleau, qui s'inspirent aussi des courants néerlandais. Vous le savez, c'est le discours maintenant qu'on tient sur la peinture champenoise. On est vraiment à la convergence des influences. Et là, on le voit à travers toutes ces figures qui sont supposées être des personnes différentes, hein. Qu'il y a quand même des méthodes, des manières de faire les choses, de peindre, qui sont, somme toute, assez similaires. Donc, avant de passer la parole à Flavie, la dernière étape, finalement, préalable à la restauration, c'est la recherche de sources, puisque malgré toutes ces questions qu'on avait soulevées, on se demandait tout simplement à quel moment ces panneaux bas avaient été perdus. Parce que le défi, pour Flavie principalement, ce sera de recréer ou de faire une création d'accompagnement qui va bien s'accorder avec ce qu'on conserve de l'œuvre. Je vous l'ai dit au tout début, les critères principaux qui nous ont guidés, ce sont vraiment les critères esthétiques et artistiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver quelque chose à la fois de cohérent, mais qui vient, et sans pression, Flavie, au niveau de l'œuvre d'origine? C'est vraiment un défi qui est assez colossal, mais qu'elle est tout à fait en mesure de relever. Donc, l'une des seules sources dont on disposait, c'est cette gravure de Charles Fichot dans la statistique monumentale du département de l'Aube, qui nous donne déjà une idée de ce qu'était la verrière vers 1884. Donc, on voit finalement qu'il y a déjà des panneaux manquants et que l'état qui nous est parvenu aujourd'hui
et probablement, globalement, celui du 19e, voire du 18e siècle. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est à partir de cette gravure, finalement, qu'on a retrouvé le pont, puisque là, on voit très bien ce personnage qui flotte dans l'eau et la grande tête du cheval, comme ça, repliée. Donc, ça nous a donné quelques informations. Et enfin, en termes de sources, on a aussi des photos anciennes qui prédatent la dernière restauration de 1946 qui a été faite par Gaudin. Malheureusement, en général, pour ces verrières-là, on a aussi des photomontages après restauration de la Seconde Guerre mondiale, mais apparemment, ceux-ci n'ont pas encore été retrouvés. Donc, comme vous le voyez, on a une documentation qui est à la fois riche, mais aussi extrêmement lacunaire, beaucoup de périodes durant lesquelles on n'a aucune idée de ce qui se passe dans cette église et précisément sur cette verrière. Et c'est comme ça, finalement, qu'on en est arrivé à la conclusion avec Flavie que c'était l'œuvre qui devait être la source principale à travers sa matérialité. Donc là, on va continuer en fait notre exploration du sujet, mais cette fois-ci, en partant vraiment de l'œuvre. Alors, bien sûr, on a vu que la documentation était importante, puisqu'on voit que les lacunes sont déjà présentes. Là, c'est une photo avant la dépose. Et donc, la première question que nous sommes posées en atelier avec Éric Planche-Gorge, Zoé et moi-même, on s'est dit, que voit-on ? On s'était même posé la question, en fait, au tout début, de savoir si les panneaux de bas, comme absolument pas la même échelle, est-ce qu'ils appartenaient réellement à cette œuvre ou non ? Donc, en fait, on était vraiment face à une sorte de défi. Donc, que voit-on ? Je vous le redis, dans les lancettes jaunes, c'est la bataille de Clavigeau. En plus orangé, les blasons de donation. Et puis, en haut, c'était sans doute la vie de Saint-Jacques. Donc ça, comme ça, vous avez un peu le plan de la baie. Je voulais revenir à que voit-on ? Alors, on voit un vitrail. Un vitrail, c'est pas une œuvre habituelle, c'est pas une peinture murale, c'est pas un décor peint, c'est pas une statue, puisque tous ces objets, les objets de la vie quotidienne, on les voit en lumière réfléchie, alors qu'un vitrail, on le voit en lumière transmise. Donc, ça fait comme un filtre entre la lumière du soleil et notre œil. Et c'est un système optique de physique comme n'importe quel système optique avec une source de lumière, un objet d'étude, donc là le vitrail, et puis le détecteur qui est notre œil. Et le vitrail, ça se voit en lumière transmise, et puis en lumière réfléchie, on va voir d'autres choses. Donc en restauration, on va beaucoup jouer sur les différents points de vue, les différentes sources de lumière, et je trouvais que c'était important de le rappeler. Alors déjà, la première chose que l'on voit à la dépose, et lorsque c'est arrivé, ce sont les lacunes éblouissantes. Donc les losanges, qui sont très dérangeants, mais aussi à l'intérieur des panneaux, vous voyez ces pièces qui étaient vraiment totalement nues, vides, et on voit très bien le grillage à travers, et donc ça brouillait quand même une partie de la lisibilité. Le contre-jour, comme ça, l'introduction de lumière dans une œuvre, ça éblouit, et de ce fait, on ne peut pas lire ce qui reste, et en plus, ça brouille la scène elle-même. Et puis, beaucoup de lacunes opaques. Donc, la lacune opaque, qu'est-ce que c'est ? Des plombs de casse. C'est comme un voile arachnéen, donc des tas d'araignées qui sont venues brouiller tout l'ensemble de la scène. Donc là, on est vraiment dans des plombs de réparation. Et puis, il y avait un certain nombre de pièces brunes, peintes de façon assez homogène, comme ici, qui donnaient l'illusion de choses, mais qui en fait n'aidaient pas forcément à la lecture globale. Et donc, on regardait tout ça et on se disait, par exemple, en voyant un panneau comme celui-ci, que même la couleur du support, du verre support, n'était pas exactement la même selon les pièces. Alors, avant nettoyage, c'est pas flagrant, mais on avait quand même pressenti que ce personnage à genoux était beaucoup plus bleuté que les personnages debout. Alors, après nettoyage, voilà. Ici, il ne faut pas que je joue trop avec le grossissement, je pense. Après nettoyage, vous voyez, on le voit un peu mieux. Et là, sur le détail, je vous ai mis, on le voit encore mieux, puisque cette pièce bleue est un peu étrange. Alors, au départ, on s'était dit,
il peut avoir plusieurs peintres sur verre, donc pourquoi pas de peindre sur des pièces différentes. Puis après, on s'est dit, c'est quand même étrange, pourquoi un personnage aurait la première partie de son corps dans un vert clair, sa cheville et son pied dans un vert clair, et juste sa cuisse et son genou dans un vert bleu. Donc, comme je suis également en thèse en co-direction à l'UTT, on a fait des spectres, donc surtout avec Théo ici présent et Julien Proust, et vous voyez que ce vert bleu, donc du personnage ici et de la cuisse, il y a 2 petites bosses qui sont pas du tout le même spectre qu'à côté où on a pris sur ses fesses. Et donc on voit à l'œil que c'est pas pareil, mais on voit aussi en fait par la composition du verre que ce n'est pas la même chose. Et donc ces petites bosses normalement sont la signature du cobalt. Donc c'est un verre qui est un peu plus bleu avec du cobalt. Jusque-là, c'est assez cohérent. Mais parfois, on ne peut pas se fier qu'à notre œil. Vous voyez, je vais essayer de grossir un peu ce détail, parce que le bras, on le voit vraiment beaucoup plus chaud que l'épaule ou que la cuisse, alors qu'en fait, c'est le même verre. Donc, la couleur avec laquelle on va peindre sur le verre modifie aussi la perception que l'on a du verre. Donc, c'est pour ça qu'on préfère vraiment vérifier avec des mesures optiques. Attendez, ça ne veut plus du tout m'obéir. On préfère et ne pas se fier en fait que à notre œil. Là, il faut que je réduise la photo. Et donc, c'était pour vous dire également que c'était important, lors de la restauration, d'étudier quand même les matériaux vraiment de l'œuvre, les matériaux, les verres supports, aussi les grisailles, et aussi pour trouver quel verre on va utiliser pour compléter en fait toutes ces lacunes. Donc là, en bleu ici, c'est un morceau de verre de restauration qui à l'œil nous plaisait beaucoup, un verre allemand, et donc on a fait également le spectre. Donc on voit, c'est pas du tout la même composition chimique, mais c'est absolument pas grave puisqu'à l'œil, ça nous contente. Et puis, on en a profité aussi pour réétudier un petit peu le jaune d'argent, même si c'est quelque chose de connu. C'est assez connu. Et puis si vous m'avez déjà écouté, j'en parle beaucoup. Donc, et on fera une conférence au mois d'octobre. C'est octobre ou septembre? Septembre, avec Christophe Couteau, mon directeur de thèse sur vitrail et nanotechnologie. Donc là, je ne vais pas non plus m'apesantir, mais c'était pour vous montrer en fait qu'on peut faire des tas de choses intéressantes de façon scientifique lorsqu'une œuvre est déposée et en profiter vraiment pour étudier les matériaux. Donc pour le plaisir, je vous ai remis quand même un peu de jaune d'argent. Donc vous voyez, il peut être en toutes petites taches, comme ici, pour accompagner le paysage et les ruines, de façon beaucoup plus présente avec ces buissons et l'herbe. Cette pièce jaune qui est totalement peinte en jaune, et il n'y a que la grisaille qui vient moduler, ou alors des petits détails comme ça, de petites dorures sur des casques. Mais notre propos était, que voyons-nous? À part de la grisaille, du jaune d'argent, du vert, ça vous l'avez compris. Et au départ, on ne voyait pas vraiment ce qu'on voyait. On ne savait pas ce qu'on voyait. Et puis ici, donc à peu près à cet endroit-là, j'ai vu tout à coup une petite berge avec de l'eau. Et on s'est dit, c'est quand même assez étrange. Vous voyez où il faut que je grossisse, hein. Je vais rejouer avec moi. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien la berge. Voilà. La berge avec de l'eau. Et donc, c'était étrange parce que dans cette scène de bataille, on n'avait pas vu au départ qu'il y avait de l'eau. Et puis, je me suis dit, il suffit peut-être de colorier un peu bêtement pour découvrir ce qu'on va découvrir. Donc, j'ai mis en bleu l'eau, en orange ce qu'on présupposait être un pont. Et donc, le pont est tout à coup apparu dans la composition avec un premier plan que vous voyez ici. Donc, il y a une bataille qui se déroule avec un premier plan, une rivière, un pont, un camp, le camp des chrétiens, et au fond, une ville et puis un gros rocher. Sur ce paysage se déploie S, un petit peu déformé, avec des cavaliers, et puis tous les fantassins qui partent de la ville du camp jusque dans la ville.
Donc ça, c'est intéressant, c'est exactement ce que vous a dit Anne-Claire. On est au cœur de la bataille avec un premier plan très proche et très mouvementé. Et puis, on est quand même un peu à l'extérieur et on voit tout ce paysage, une cartographie se déployer avec des influences, donc, et un peu de l'Antiquité du Sud et en même temps des influences qui nous viennent plutôt du Nord. Donc, je vous ai remis... Attendez, je ne vais pas du tout dans le bon sens. Voilà, là, je vous l'ai mis en plus gros pour que vous puissiez voir ce qu'on essayait de comprendre avant Restauration, parce qu'il n'était pas question de commencer à retirer, à démonter les panneaux ou quoi que ce soit avant d'avoir vraiment compris ce que l'on pouvait voir. Et puis, on avait restauré quelques années avant, mais presque quelques mois avant, la bataille, pas la bataille du tout, mais la verrière de la Vraie Croix, dont Anne-Claire a aussi parlé, mais pour un tableau italien. Et donc, on a une bataille, justement, toujours sur un pont. Et là, en revanche, cette petite berge était exactement de la même facture, donc à Bar-sur-Seine, qu'à Saint-Pantaléon. La façon de peindre l'eau, la façon de faire cette petite berge très crénelée, comme une toute petite falaise, et puis des jolies plantes qui viennent pousser le long des plombs et qui viennent comme ça épouser le réseau des plombs. Donc, on a vraiment la même structuration de l'eau, et puis la façon de peindre l'eau était très proche aussi. Donc, on s'est dit, en effet, on retrouvait, alors ça c'est un peu archétypal, mais ce pont avec ces 3 arches, que l'on retrouve également ici dans Clavigeau, parce qu'on pressentait. Et puis l'eau qui surgit ici de l'intérieur, et puis ce petit canal. Donc, en effet, on est sur des influences croisées, mais avec des spécificités aussi locales, puisque c'est peut-être le même peintre sur verre qui a peint Bar-sur-Seine et Saint-Pantaléon, ou au moins en partie. En regardant plus précisément, on s'est aperçu également que cette bataille, en fait, on était vraiment dans un mouvement continu, dans une image extrêmement dynamique. Et ce dynamisme était d'autant plus renforcé qu'on était comme ça dans des mouvements décomposés et que le cheval, on le voyait vraiment courir devant nous. Les personnages, au fond, on les voit armer leurs lances, pointer et puis tuer les gens. Enfin, on voit vraiment tout le mouvement décomposé. Et c'était assez intéressant avec ce premier plan, donc qui est très lacunaire, mais où on a en rose à chaque fois des armes tombées au sol. Donc les armes, ça donne aussi la direction, ça donne une perspective. Un premier plan d'armes, des têtes coupées à chaque fois en rouge, assez grosses. Ensuite, un deuxième plan avec à nouveau des armes tombées au sol sur un fond de jaune d'argent. Nos cavaliers, à nouveau des armes tombées au sol, et là, nos fantassins. Donc, on a vraiment 3 plans et qui donnent ce mouvement, cette profondeur, et qui en même temps donnent un dynamisme assez extraordinaire. Je vous ai remis l'œuvre à côté pour bien se rendre compte en fait de ces cavaliers. Donc, on en a un par lancette et on voit le cheval galoper. Ici, un peu la même chose. On voit beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas forcément remis non plus sur la photo, mais si on regardait plus précisément, on a ces triangles. Le triangle de l'étendard, le triangle de l'entrée de tente, on a une autre entrée de tente derrière. Donc, on a comme ça 3 triangles qui viennent donner un autre mouvement à l'intérieur même des comment on dit, des fantassins avec leurs lances. On a celui-ci qui arme sa lance, mais on a aussi celui-ci qui pique et lui qui achève. Donc, on a aussi à nouveau des dialogues, en fait, dans d'autres sens. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, en fait, d'observer ces choses-là. Et dans le mouvement de la bataille, comme on était dans le cheval, en fait, la chronophotographie apparaît en 1878, donc à la fin du 19e. Et c'est vraiment quelqu'un qui pense à mettre des chambres photographiques les unes à côté des autres, donc 24 chambres au bord d'une piste, et fait courir le cheval. Et c'était pour prouver en fait que le cheval il était qu'à un moment donné avec les pattes qui ne touchaient pas le sol. Mais finalement, cette chronophotographie, c'est assez proche de nos cavaliers. Et je pense qu'en effet, c'était pour donner un effet extrêmement spectaculaire de la bataille et avec tous ces petits détails.
on introduit en fait des références aussi à son propre temps lorsque l'on est peintre sur verre au XVIe siècle. Et lorsqu'il a été question de recomposer en fait ce casque avec, on voyait quand même un début en fait ici d'un protège-mâchoire avec le casque ici. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on retrouve d'équivalent dans la baie ? Pas grand-chose, des choses, mais pas forcément convaincantes. Et j'ai cherché un peu comment étaient les casques espagnols au XVIe siècle. Et finalement, c'est assez ressemblant quand vous voyez celui-ci, cette petite gravure avec ce personnage. Vous voyez, on a la même petite protège-mâchoire. Ici, on a aussi quelque chose de très articulé, comme ici. Donc, c'est vraiment un mélange, cette bataille, de détails très réalistes et de mouvements pour vraiment montrer tout et puis de choses assez horribles, des mains coupées, des flèches qui transpercent les chevilles et le sang qui jaillit pour montrer ce côté extrêmement réaliste. Et alors, on avait quand même commencé à comprendre réellement les choses. On s'est dit maintenant, on va pouvoir vraiment passer à la restauration. Donc, la première étape de la restauration a été la couche picturale et le nettoyage. Et c'est vraiment un enjeu, le nettoyage, parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'est une peinture ? Qu'est-ce qu'est un dépôt exogène dont on ne veut pas ? Et où est-ce que c'est une patine ? Donc, à nouveau, il faut, même si on a compris le sens de l'œuvre, il faut quand même comprendre d'autres choses. Donc là, vous voyez, c'était quand même dans un état extrêmement préoccupant, avec des couches picturales extrêmement fragiles. Vous voyez, des dépôts on voit, qui étaient vraiment au-dessus de la baie, quasiment. Des traces de graisse. Alors ça, ce sont des panneaux qui ont été un peu traumatisés. Donc, ils ont été déposés à la guerre de 40, emmenés dans les caves de Saint-Émilion pour être protégés et restaurés par Gaudin en 43. Mais Gaudin, en 43, dans l'église monolithe de Saint-Émilion, n'avait pas de table lumineuse, avait très peu de choses, donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait. On a le devis des photographies avant-après restauration, mais on n'a pas les montages, ce qui est très énervant. En revanche, on sait que les panneaux ont été reposés dans les années 50 et il n'y avait plus vraiment d'huile de lin dans les années 50. Donc ça fait comme à Saint-Nicolas ou dans d'autres églises troyennes où on a pris plutôt les huiles de vidange de camions américains pour mastiquer nos panneaux. Donc, en plus d'avoir une couche picturale extrêmement fragile, on avait des dépôts d'hydrocarbures que vous voyez allègrement qui ont formé des sortes de concrétions qui étaient extrêmement compliquées à retirer puisqu'on a des concrétions très dures et en même temps une pulvérulence de la couche picturale et parfois une migration de la couche picturale dans ces dépôts qu'on ne savait pas qualifier si c'était des dépôts exogènes ou voulus. Avec ici en vert des cloques, des belles cloques, alors des cloques qui étaient souvent déjà parties, mais parfois il restait un certain nombre de cloques. Donc, j'ai appelé au secours ma consoeur du LRMH, Claudine Noiselle, et on a fait une étude un peu rapide pour déjà savoir la composition chimique de ces dépôts. Est-ce que c'était des dépôts ou est-ce que c'était une patine qu'il fallait absolument conserver ? Finalement, vous voyez, ça ressemble à des roses des sables et ça a la même composition chimique, donc c'est du gypse, c'est du sulfate de calcium et c'est plutôt le produit d'altération des mastiques avec le temps et également ça peut être dû à une patine à froid à base de carbonate de calcium, donc de blanc de Meudon, de blanc de Troyes, qui aurait été mise parce que justement ces grandes lumières très caractéristiques du XVIe siècle pouvaient vraiment être très dérangeantes à certaines époques, au XIXe, mais aussi encore dans les années 50. Et donc, il est probable que le restaurateur ait posé ensuite, parce que c'était un peu éblouissant, une patine un peu globale comme ça au pinceau. Et donc, on a ces dépôts de gypse assez caractéristiques de ces dégradations. Donc, on s'est dit, oui, enfin, on peut faire des tests de nettoyage. Donc, vous voyez ici cette partie-là qui a été un petit peu nettoyée avec un bâtonnet et du solvant. Ici, on a fait des petites expérimentations. Les grisailles, bon, c'était variable leur tenue. Quand elles ne tenaient pas, je les ai fixées avant de nettoyer. Et puis, tous ces dépôts,
là était plutôt autour dans les blasons, comme les pièces de verre étaient non peintes. Là où c'était pas peint, c'était assez facile à retirer. En revanche, là où c'était peint et on avait ces concrétions, là, c'était beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, vous voyez, un petit nettoyage sous loupe binoculaire au coton de l'ensemble de la verrière. Et c'est là où c'est intéressant, justement, de se poser toutes ces questions, puisque maintenant que nous savons que c'est une patine qui a été ajoutée, mais qui n'a pas été voulue, on peut vraiment décrire l'œuvre avec ces matériaux, donc avec ces grisailles qui sont putoisées, blérotées, avec des petites hachures, comme ici sur les joues. Vous voyez, sur les têtes, on retrouve en fait des petits réseaux qui viennent doucement tamiser la lumière, et puis des grandes remises à nu du verre, donc de grands enlevés, pour faire venir des hautes lumières qui sont vraiment en opposition avec toutes ces grisailles très opaques et très travaillées, et ce qui donne un effet singulier sur les personnages, ce qui donne en fait une œuvre dont le support est dématérialisé, transparent, et donc le paysage va jouer avec l'œuvre. L'œuvre se superpose à la réalité, et dans les têtes de Lancette, on a à chaque fois des petits oiseaux avec des cimes d'arbres, et les oiseaux en fait des têtes de Lancette peints en grisaille vont forcément se superposer à un moment ou à un autre de la journée avec les envolées de pigeons de dehors. Donc c'est vraiment très original en fait comme œuvre, puisque on a cette volonté d'avoir des hautes lumières mises en opposition à tous les aplats de grisaille pour avoir une superposition avec le monde réel. On a un monde, une image d'une bataille d'il y a très longtemps, mais avec cette vie de Saint-Jacques qui vient se superposer à la réalité de ce XVIe siècle, de la moitié de ce XVIe siècle. Donc là, pour le plaisir, je vous ai mis... ça, c'est dans la vie de Saint-Jacques en haut, où les panneaux sont beaucoup, beaucoup moins altérés. Et donc, on voit très bien ces petites hachures, les cils du personnage, en tout cas avec des très, très beaux modelés. Et cette vie de Saint-Jacques en haut, dans tous les articles, il est dit que ça ne peut pas être le même peintre verrier, le même peintre sur verre que les Lancettes du bas. Et vraiment, avec beaucoup d'observations, avec Zoé, on s'est dit que si, c'était vraiment la même façon de peindre, la même façon de poser sa grisaille, de faire son enlevé, c'est exactement pareil. On ne le perçoit pas de la même manière parce que c'est moins altéré. Et puis parce que c'est plus haut aussi. Donc voilà, la restauration permet aussi de voir ces choses-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus passé en fait sur les panneaux de bas. Et puis des petites plantes comme ça qui sont... c'est toujours joyeux de voir les plantes. Et là, ce sont vraiment les mêmes qu'il y a à Bar-sur-Seine. Il n'y a pas de différence. Donc, je vous ai remis mes oiseaux avant nettoyage. Et puis, des toutes petites scénettes dans les scènes, dans les têtes de Lancette, avec, vous voyez, des petits personnages avec leurs baluchons et leurs petits bâtons. Et puis, sur le toit du village également, des petits personnages comme des gardiens. Donc, des choses qui mesurent moins de 5 mm. Donc, on ne verra jamais, mais que là, vous pouvez voir, puisqu'on a choisi ces panneaux avec Anne-Claire pour que vous puissiez les voir de près. Donc, il y a toujours la joie de la découverte de ces tout petits détails. Donc, restaurer, c'est vraiment redonner à lire l'œuvre, redonner à voir ce qui ne l'était plus. Puisqu'on l'a comprise, on essaie de restituer en fait cette compréhension. Donc, la première chose, on a fait beaucoup de collages, beaucoup de suppression de plans de casse pour déjà se dire, une fois qu'on a collé, qu'est-ce qui reste? Et puis avec Zoé, comme c'est quand même l'État qui décide, c'est une œuvre classée, habituellement on ne se permet pas autant de retrait de pièces de restauration, mais là elles étaient tellement brunes, uniformes et extrêmement gênantes que Zoé a pris la décision de les retirer. Et donc là, je vous ai mis l'œuvre un peu épurée ici. Bon, on la reverra après. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de lacunes. Donc là, les petits collages, les comblements qui sont ici faits. Donc, on arrive d'une œuvre très lacunaire à avoir une œuvre qui, à nouveau, est lisible. Donc voilà, l'œuvre épurée avant restauration et en cours de restauration. Donc, toutes les pièces sont restaurées, mais ne sont pas encore complétées. Comment on va redonner en fait à voir toutes ces choses-là? Habituellement,
moi, en tout cas, on fait vraiment très rarement de restauration illusionniste parce que justement, une œuvre d'art, alors elle a plusieurs statuts. Enfin, c'est ouais, mais c'est pas le mot que je voulais. Enfin, c'est pas grave. En fait, une œuvre, elle va vraiment avoir son authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en premier lieu? Est-ce que c'est sa valeur d'usage? C'est-à-dire, elle a encore sa valeur d'usage puisqu'elle participe, elle est à sa place d'origine, elle participe à la vie liturgique de l'Église. Est-ce que c'est ses matériaux qui sont vraiment importants, donc son authenticité? Ou est-ce que c'est l'envie de la contempler, donc sa valeur esthétique qui est importante? Et donc, selon les restaurations, on va mettre des priorités. Là, on s'est dit, la priorité, c'est vraiment une valeur esthétique et une valeur d'usage, puisqu'elle n'a pas perdu son emplacement, ce n'est pas une œuvre de musée. Et donc, on s'est dit, là, je suis obligée de compléter les lacunes de façon illusionniste, ce que l'on fait rarement. La première enquête que nous avons menée avec Zoé un soir, donc là, vous voyez, il reste des gobelets de thé et il fait nuit dans la salle, sur mon iPad, où on a pris cet étendard qui a été restauré au XXe siècle probablement, et qui faisait comme si c'était l'entrée d'une tente. Comme je vous ai montré, il y a des entrées de tente, et on croyait que c'était la 3e entrée de tente. Mais en fait, en jouant avec des morceaux de papier pliés, et en jouant avec le crayon sur l'iPad, on s'est dit non, en fait, c'est pas du tout l'entrée d'une tente, mais c'est vraiment un étendard avec 2 pans. Et le roi que nous voyons au début et que vous avez vu déjà tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui regarde par l'apport de la tente, mais c'est vraiment l'étendard d'un personnage. Donc il y a aussi cette idée de brouiller les pistes et nous on a voulu les débrouiller. Donc vous voyez avant restauration et après restauration ici, où on a redonné à lire en fait cet étendard. Idem pour... donc là, vous voyez à nouveau l'étendard, mais dans sa globalité, avec les sommets de tente. Et puis ici, on est beaucoup plus bas dans la baie. Et là, on voyait des masses. Alors, on voyait des petits morceaux de chevaux. Ici, un cavalier tombé à terre avec son sabot, le sabot d'un cheval ici. Donc, une fois qu'on a épuré, on voyait déjà un peu mieux qu'il y avait une sorte de crinière. Donc là, je vous ai fait un petit croquis pour vous montrer quand même ce qu'on pouvait voir. C'est-à-dire la patte du cheval qui était sur le cavalier tombé à terre, ce cheval ici qui pouvait retrouver sa tête, ce cavalier qui pouvait aussi retrouver sa tête et ce cheval. Donc une fois qu'on a vu ça et ça, une fois qu'on a compris, c'est évident, mais ça ne l'était pas du tout au début. Alors comment retrouver le cavalier? Alors comme Monsieur Vinhomme passe chaque jour à l'atelier, j'en profite pour le faire poser. Parce qu'on s'est dit, au XVIe siècle, en fait, il faisait poser des modèles vivants. Il faisait des croquis et ensuite, il retournait à l'atelier peindre sur verre. Et il faut absolument utiliser la même méthode parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, ce jour-là, c'est Monsieur Vinhomme qui passait. Donc, c'est Monsieur Vinhomme qui s'est retrouvé dans la peau du cavalier, mais agrémenté quand même de casques du XVIe siècle espagnol. Il faut quand même croiser les sources. Ensuite, il y avait aussi des choses plus petites à combler, des tout petits morceaux de crinière, comme vous voyez ici. Ici, il y avait cette pièce totalement vide. Et donc, pour combler une pièce comme ça, on en a pris une autre. Donc là, vous voyez Lara en train de peindre et qui a utilisé et les casques d'un panneau adjacent avec la recomposition du bras et ce qui donne, ou alors des toutes petites pièces comme ici. Donc, quand c'est en petit et en continuité, bon, ça pose pas de problème. Après, même parfois, c'est petit en continuité, mais là, ce personnage, moi, au début, j'avais fait le bras plié parce que on n'avait pas retrouvé, c'est Louis qui est ici, qui a retrouvé cette petite main ici. Et on s'est dit, si là, il y a une main, c'est que son bras est dans la continuité. Donc, c'est Lara qui a posé, parce que là, personne n'était passé ce jour-là. Donc, on pose entre nous. Et donc, avec un manche à balai pour faire voilà. En tout cas, vous avez ici le panneau avant restauration, épuré, et puis la proposition, parce que vous voyez, là, il y avait une tête de remploi, par exemple. Ce cheval non plus n'était pas lisible avec le carquois du cavalier.
Donc là aussi, on a recomposé et le cheval et ici l'arrière du cheval, puisque là, il n'y avait rien du tout en fait. Donc, comment on recompose ? On recompose parce que l'on a compris le schéma de l'œuvre. Et donc, les plus grosses lacunes et les plus compliquées, ce sont ces panneaux vides en bas qui ne sont toujours pas terminés, mais je vous ai mis les travaux en cours. Au début, donc là, tout le monde a posé. Zoé, Anne-Claire et tous les salariés ont posé dans la pose du cheval mort, jusqu'à temps que... donc, je vous ai... Oui, du cavalier mort, enfin, oui, le cheval aussi. Donc, et donc, jusqu'à temps que Anthony Carreras passe, une autre personne passe, donc c'est pas mal, des ateliers qui sont ouverts où des gens passent. Et là où Anthony m'a fait justement remarquer que si on a ces 3 têtes vraiment avec un format assez grand dans chaque lancette, la tête de ce cavalier ne devait pas être tombée sur le cheval comme je l'avais dessiné au départ, mais à la même hauteur, puisqu'on a une scène extrêmement logique. Donc là, on s'est dit, moi je ne suis pas très forte, je suis allergique aux chevaux, mais j'ai vaincu mon allergie. On a demandé à Mathieu Batty, qui est architecte du patrimoine, pas du tout sur cette opération, mais qui a des chevaux. Et donc, il nous a fait tomber gentiment ces chevaux pour comprendre comment, en fait, vous voyez, ces 2 chevaux entremêlés du premier plan étaient tombés. Ah mince. Donc, vous voyez, il y a un premier cheval ici qui tombe dans ce sens-là, et ce second cheval qui est ici, avec ce personnage qui est tombé, mais lui, il a la patte du cheval sur le corps, et il faut que la tête du cavalier en train de mourir soit à la même hauteur que les 3 autres têtes. Donc, ce qui donne ça, après avoir compris comment les chevaux tombaient, que si ils tombaient... Pardon. Voilà. Moi, j'avais fait tomber ce cheval avec les pattes déjà tombées ici, enfin aplaties sur le sol. Mais vous voyez, le cheval n'est pas totalement tombé à terre. Donc Mathieu m'a gentiment fait tomber son cheval à moitié. Et donc, on s'est rendu compte que ça, c'était pas possible en fait. Donc, si c'est pas possible, on va pas le faire. Donc, je vous remets cette diapo. Donc, vous voyez, quand le cheval tombe, en fait, enfin, je vous ai pas mis toutes les photos de chevaux, mais en tout cas, ça nous a vraiment servi à dessiner l'arrière-plan des chevaux et puis le cavalier, puisque là, on voit ces 2 genoux. Donc, on a un genou ici, un genou là, mais c'est tout ce qu'on avait. Alors, heureusement, Lara, qui peint avec moi, était kiné avant et est très forte en anatomie. Donc, moi, j'avais dessiné vraiment Mathieu en train de mourir et elle a bien repositionné le bassin, les os et le reste pour pouvoir vérifier que c'était juste. Et puis après, elle m'a mis les muscles dessus. Donc, c'est toujours un travail vraiment d'équipe, nos métiers. Et en plus, il faut des gens qui passent. Alors, attendez, j'essaie de remettre avec mes doigts le... Voilà. Donc, là, je vous ai remis... Attendez. Donc, on en était là. Donc, juste pour le plaisir, quand même, le centre de la scène avant et après restauration. Comme ça. Puisque une fois que l'œuvre est restaurée, donc là, vous allez pouvoir la voir avec Anne-Claire, puisqu'on va tous se déplacer dans la salle d'exposition. Mais l'œuvre, elle est faite, comme je vous l'ai dit, pour un emplacement particulier, pour une architecture. Le vitrail ne peut pas se lire en dehors d'une architecture. Il participe en fait à l'architecture, à la lumière de l'édifice, il accompagne l'ensemble. Et donc, le but est de la reposer après, l'exposition sera terminée à la Cité du Vitrail, ce qui m'aurait donné le temps de peindre les panneaux manquants. Et nous allons la reposer dans son emplacement en novembre, donc vous pourrez aller la voir. Et donc, on la pose avec une protection préventive, enfin avec une verrière de doublage, puisque le vitrail est vraiment une œuvre extrêmement fragile, peinte aux 2 faces, qui doit, en même temps qu'être une œuvre d'art, assurer l'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, l'étanchéité sera assurée par une verrière sacrificielle, une verrière de doublage, et on reposera l'œuvre au mois de novembre, lorsque tout sera bien terminé et réparé. Donc voilà comment on passe de l'atelier à la salle d'exposition, et ensuite de l'atelier et de la salle d'exposition au chantier.
Donc, je repasse la parole à Anne-Claire. Ce que je vous propose, c'est de faire juste une petite conclusion pour cette partie en salle. Et puis, on a laissé la chapelle ouverte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aller retourner, mais je pense de retourner pour la plupart d'entre vous voir le vitrail. Donc, voilà, ce qu'on disait en introduction, que la restauration, c'est vraiment un moment de dialogue presque intime avec l'œuvre. Je pense que voilà, on en a eu quand même une belle démonstration. C'est vraiment un élément inhérent à la compréhension fondamentale de l'œuvre. Et c'est vrai qu'on parle de restauration fondamentale parce que, vous l'avez bien compris, on n'a pas, entre guillemets, seulement remis en plan, quoi. Il y a eu vraiment toute une démarche de réflexion et d'intervention sur l'œuvre qui font de cette restauration une restauration véritablement fondamentale. Donc c'est un petit peu ce dialogue qu'on vous a qu'on a restitué un petit peu ce soir et qu'on voulait aussi montrer au grand public, parce que finalement ce qui se loue là dans l'atelier, eh bien c'est vous qui en avez été les instigatrices, qui l'avez mené, mais vous aviez envie aussi de le partager au grand public, alors évidemment par cette conférence ce soir, mais surtout par la présentation du vitrail dans la chapelle. Donc c'est une partie du vitrail, une grande partie, mais une partie seulement du vitrail qui est présentée. Et c'est pour quelques mois, donc l'occasion pour le grand public de venir le voir de près et bien pour chacune aussi de nouer un petit peu ce dialogue avec l'œuvre en vraiment en posant le nez sur les panneaux et en pouvant profiter, savourer les détails. Et c'est vrai que c'est un peu un bonheur de pouvoir vraiment avoir cette proximité avec ces panneaux. Et puis bien l'objectif, c'est évidemment une fois l'exposition à la Cité du Vitrail terminée, de pouvoir retourner le contempler à Saint-Pantaléon avec cette meilleure connaissance que nous aurons tous et toutes acquise et que nous pourrons, dont nous pourrons profiter pleinement lorsqu'il sera retourné à Saint-Pantaléon. Voilà, donc sur cette image poétique, je vous propose que nous clôturions ici la présentation en salle, et puis je vous invite à aller dans la chapelle où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Flavie et à Zoé. Merci à vous et bonne soirée.